le sait, depuis mi-2025, Google a surpassé tous ses concurrents en termes d'intelligence artificielle. Le revers de la médaille, c'est que Google est un véritable labyrinthe dans lequel il s'agit de s'y retrouver. On se retrouve un petit peu dans la peau de Thésée qui, désireux de mettre fin à l'existence du menaçant Minotaure, utilise un fil d'Ariane pour retrouver son chemin. Métaphoriquement parlant, on est exactement dans le même cas. Google est puissant, regorge d'options, mais pour s'y retrouver, il nous faudra, nous aussi, en tant qu'utilisateurs, le bon fil d'Ariane pour arriver à destination et trouver l'application, la fonction ou n'importe quel autre élément à utiliser. Vous l'avez compris dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble l'exploration de différentes possibilités liées à Google. Aujourd'hui, le sujet traité consistera à lever le voile sur les nombreuses améliorations de Google et plus particulièrement de Google AI Studio. Depuis décembre 2025, ce dernier a subi pas mal d'améliorations notables que je vais vous montrer ici. La plupart, vous les connaissez déjà, mais ce qui frappe avant tout dans ces mises à jour multiples au sein de Google AI Studio, c'est ce que les experts appellent la révolution agentique, c'est-à-dire le fait de pouvoir confier à Google le soin de mener à bien des opérations complexes en tant qu'agent indépendant. Vous allez voir que cela change pas mal de choses. Cette vidéo est assez dense, elle regorge d'exemples précis et de prompts prêts à copier-coller pour que vous puissiez mener à bien l'ensemble de vos travaux. Je vous mets en description un guide d'utilisation que vous pourrez réutiliser à votre guise afin d'optimiser l'ensemble des fonctionnalités assez monstrueuses comme le Minotaur prévu par Google AI Studio. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface complexe de Google AI Studio. Voilà les différents axes d'amélioration et certains éléments qui caractérisent Google AI Studio. Donc la première chose, c'est que bien sûr, l'accès est gratuit. Selon le système que vous allez choisir dans l'utilisation de Gemini, on obtiendra des résultats qui pourront être différenciés. Je vais bien sûr vous montrer ça. L'autre caractéristique, c'est le recours à la multimodalité native, texte, image, audio, vidéo. Donc, la plupart des médias que vous allez pouvoir générer grâce à lui. Des contenus qui sont de plus en plus pros, par exemple avec la fonctionnalité améliorée relative à VEO et VEO1 qui vous permettent désormais de créer des vidéos au format 4K. On a l'amélioration du mode multimodal en live qui permettent des interactions en temps réel grâce à un partage d'écran optimisé. On a un environnement no code grâce au build mode, c'est-à-dire la possibilité de créer des applications complexes sur la base d'un simple prompt et l'export production qui va permettre de générer des codes Python, CSS, HTML très précis. Au niveau des 3 modes relatifs au chat, pour être tout à fait précis, vous avez le mode chat classique, donc ça c'est pour les tests, les prototypages de prompts, l'exploration des modèles, et cetera. Vous avez le modèle stream qui permet une interaction en temps réel, ça je vais vous le montrer, dans quelques instants et le mode build donc qui va vous servir à mettre en place ces, dites, applications. Donc là, sur le guide, donc que je vous mets en description, que vous pourrez réutiliser, vous avez l'ensemble de ces, sujets traités, donc vous pourrez tout à fait y revenir si vous en avez marre de voir ma tronche dans cette vidéo. Nous voici donc sur l'interface classique de Google AI Studio. Donc la première chose que nous allons, utiliser, c'est, le Gemini, 3 classique. Donc soit vous cliquez sur Try it,
soit vous cliquez sur le flash. Donc nous ici, on va simplement choisir le Gemini Flash et ici donc on voit, les différents éléments, qui ont tous été, améliorés comme je vous l'ai dit en introduction. Le premier axe d'amélioration, c'est le texte vers l'audio. On savait déjà Google capable de générer, des dialogues entre, 2 personnes ou une personne unique avec des voix assez réalistes. Cette possibilité a été améliorée du fait que les voix sonnent beaucoup plus réalistes, beaucoup plus humaines, qu'avant. Donc pour déclencher ce mode, vous cliquez sur Text to Speech et là, le modèle, Flash Preview TTS 2.5 a été amélioré avec le modèle que vous voyez ici, donc c'est celui-ci que nous allons utiliser et une fois dedans, voilà donc l'interface dédiée qui n'a pas changé, hein. C'est vraiment au niveau du rendu que les choses vont beaucoup mieux. Alors ici, je vais vous montrer l'exemple auquel j'ai procédé, les tests que j'ai effectués jusqu'alors. Sur l'interface générale, vous pouvez aussi accéder à partir d'ici et donc là, vous allez préciser, en fait, ce que vous voulez, comme type de voix et cetera. Donc ici, ça, c'est pas très im tellement important pour l'instant. Ici, on va se focaliser sur le script builder. Alors ici, voici les 2 exemples que j'ai utilisés, que vous pouvez retrouver dans le guide. Un dialogue pédagogique entre 2 responsables de formation et une narration YouTube avec une seule personne. L'idée ici, c'est que il convient de préciser à chaque fois le style que vous voulez, appliquer si vous voulez, dans la tonalité liée à chaque personnage en fait, liée à la prononciation de chaque personnage. Alors voici les 2 scripts que j'ai utilisés pour vous montrer les améliorations du système TTS. Donc un premier dialogue pédagogique entre 2 responsables de formation et une personne unique, jeune, dynamique qui annonce, la sortie d'un produit, sur YouTube. Donc la chose qu'il convient de faire, donc dans le premier cas, eh bien vous, copiez-collez l'ensemble du script que vous voyez ici, mais au début, il conviendra de partager le style de ton adapté. Vous voyez qu'ici on veut un ton énergique, passionné, enthousiaste et dans le premier cas, la tonalité change selon qu'on soit dans la peau de l'étudiante motivée qui va demander des conseils au responsable de formation et celui-ci donc, adoptera un ton, très professionnel, très posé. Donc là, pour le premier exemple, j'ai cliqué sur Single Speaker Audio. Ici, c'est l'endroit où vous allez préciser le ton à employer. Donc ici, il suffit que vous sélectionnez cela, que vous copiez cet ensemble ici et après, ben, c'est pareil, hein, voilà, vous copiez l'ensemble de la discussion et vous copiez l'ensemble là. Voilà le travail. Ensuite, vous cliquez sur Run, mais au préalable, n'oubliez pas de choisir, bien sûr, une des voix masculines qui sont proposées ici. Donc là, j'ai lancé Run. Je vais vous faire écouter le résultat qui est très performant, que j'ai déjà enregistré pour vous éviter de vous faire perdre du temps. Donc voici le premier exemple avec un ton énergique, passionné, enthousiaste, correspondant exactement au texte que vous voyez ici. Bon, je ne vous fais pas écouter tout, mais vous allez voir que l'ensemble est quand même très performant. Ok les amis, accrochez-vous parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va littéralement exploser votre cerveau. J'ai testé VO 3.1, le nouveau modèle de génération vidéo de Google, et franchement, game changer total. Regardez ça, résolution 4K. Oui, oui, vous avez bien entendu, 4K. Et on ne parle pas d'un upscaling dégueulasse, hein. On parle d'une vraie qualité professionnelle avec des détails de fou sur les textures, la peau, les tissus. Mais attendez, ça devient encore plus dingue. Vous pouvez maintenant faire du portrait du 916 natif. Fini les vidéos crop moches pour TikTok et Instagram, tout est pensé mobile first dès le départ. Et la meilleure partie, Bon, vous voyez que c'est quand même très, très bien réalisé. Donc pour la session avec les différents personnages, il suffit simplement d'attribuer le nom alloué à chacun d'entre eux, donc Marc, Julie, de choisir la voix masculine et la voix féminine, de copier-coller chaque phrase ici correspondant à chaque locuteur et vous obtiendrez un résultat très performant. Je vous fais écouter la résultante de cet audio. Marc, j'ai une question qui peut paraître bête, mais ChatGPT invente parfois des réponses, non? Comment on peut lui faire confiance pour du contenu sérieux?
Excellente question, Julie. Et elle n'est pas bête du tout. Tu as raison, ChatGPT peut effectivement halluciner, c'est le terme technique, c'est-à-dire inventer des informations qui semblent plausibles mais sont fausses. C'est pour ça qu'on utilise des techniques comme le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Le RAG, ça fait très technique. Ah, je te rassure, c'est plus simple que ça en a l'air. Bon, vous voyez que ça fait vraiment chaud, humain, réaliste. Donc, amélioration de cette fonctionnalité. Je ne vais pas plus loin, vous la testerez par vous-même. Le deuxième axe d'amélioration concerne la fonction de vibe coding, c'est-à-dire la propension à créer des applications complexes à partir d'un prompt simplissime. Donc, pour vous montrer cela, voilà le prompt que j'ai utilisé et que vous pourrez réutiliser pour procéder à ces tests. Donc, le prompt que vous voyez ici est celui que j'ai utilisé pour créer cette mini application. Le but est simple, hein, à partir d'un sujet, ben, cela va vous créer le contenu pour 2 posts LinkedIn optimisés, 2 posts Instagram avec le bouton copier et 2 hooks vidéo de 10 secondes. L'application propose l'option de sélection en fait du ton, que vous allez, adopter, soit un ton sobre, soit enthousiaste, soit expert et ici, on a 2 codes hexadécimaux qui définissent la couleur dominante de la dite application. Alors comment procéder pour ce faire? Eh bien ici, vous retournez sur le home. Ici, vous avez la fonction build que vous voyez apparaître là, vous cliquez dessus et ici, vous copiez-collez le prompt. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc ici, il s'agit simplement de coller votre requête, l'objet de cette dernière. Ici, vous choisissez donc entre les 3 types de tons. Donc là, peu importe, hein, ça peut être une phrase, ça peut être, le copier-coller d'un article entier. Donc ici, le prompt que j'ai tapé, c'est «Nouveauté incroyable de Google AI Studio en 2026. On veut un ton enthousiaste». Je clique ici et au bout de quelques secondes, comme vous allez le constater, vous allez obtenir 2 articles LinkedIn, 2 articles Instagram et le hook pour, le format vidéo. Voilà, c'est fait. Donc là, on a le premier post LinkedIn, le second, la déclinaison de ces derniers posts pour Instagram et les hooks donc pour vos, formats vidéo. Donc vous voyez que la procédure est simplissime et permet, en 2 temps, 3 mouvements, de créer des applications, pratiques que vous pouvez réutiliser au quotidien. Bien sûr, hein, les possibilités sont beaucoup plus larges que ça, mais j'ai tellement de choses à vous montrer dans cette vidéo que je ne vais pas m'étendre sur tous les processus. Pour le deuxième exemple d'application que vous pourrez également choper dans le guide, je lui ai demandé: «Crée une application web qui optimise les titres YouTube». Donc l'interface, on veut un champ de texte de titre brut, un drop-down avec la niche. Est-ce qu'il s'agit d'une niche liée à la technologie, à l'éducation, au loisir? Vous pouvez évidemment rajouter d'autres éléments que cela. J'en ai mis 3, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Un slider, un bouton optimiser. La fonctionnalité, eh bien, l'application va vous générer 5 variations du titre avec l'affichage du titre, le score, supposé au niveau du SEO, c'est-à-dire la propension à être beaucoup mieux prise en compte par l'algorithme de, YouTube, le taux de clic, l'émotion évoquée et cetera. Donc le design, on veut des couleurs YouTube rouge, noir, blanc responsive et voilà donc l'application que YouTube m'a créée, mais alors quand je vous dis créer, c'est en même pas une minute, hein. Donc ici, admettons que je cherche un titre SEO pour que la vidéo que je suis en train de vous tourner soit prise en compte par l'algorithme et permette de me donner un titre, 100 SEO. Donc ici, la requête serait «Les nouveautés incroyables de Google Studio en 2026». Ici, la niche, c'est l'éducation. Donc vous voyez que ici, on a aussi, le gaming, le style de vie et cetera. Donc ici, le niveau de clickbait, ben, on va mettre, 6 et on va cliquer sur «Optimiser le titre» et là aussi, en quelques secondes, vous allez voir que Google, joue excellemment son rôle et va me fournir les 5 titres, les 5 variations de titres supposées comme étant les plus, efficaces. Donc on a Google Studio 2026, 5 fonctions qui vont révolutionner votre façon d'enseigner avec un score de 88 sur 100, un taux de clic de 5 sur 10 et dégageant une émotion enthousiaste. Donc après, on a exactement les mêmes choses. Donc là, on a un score de 82 sur 100, 85 sur 100. Bon, c'est pas top, hein. Voilà, là, c'est beaucoup mieux.
Comment maîtriser Google Studio 2026 avant tout le monde, guide complet. Et là, eh ben, je vais utiliser ce titre, une fois que j'aurai fini cette vidéo et lorsque je copierai ce dernier dans la partie consacrée, à la mise en ligne de vidéos dans YouTube Studio, j'aurai la confirmation ou pas, à partir du moment où je collerai ce titre, à partir de laquelle on me dira si oui ou non le score obtenu sera de 94 de chance d'être bien considéré, prise en compte par l'algorithme. Voilà, cette amélioration de la fonction, build grâce au vibe coding. On verra un petit peu plus tard lorsqu'on abordera la partie relative, aux agents proprement dits, comment, ces codes peuvent être utilisés d'une manière un petit peu, différenciée. Alors dans cette vidéo, je ne m'étendrai pas sur les fonctions liées aux images et aux vidéos, car généralement les images, eh bien, vous obtiendrez, de meilleurs résultats en, cliquant vos prompts directement via, Gemini 3 sans passer par Google AI Studio. Quant à la génération de vidéos, celle-ci requiert souvent un abonnement payant, via, Google, Pro. Donc là, je sais que tout le monde n'y est pas abonné, moi non plus d'ailleurs. Je crée des images sur Nano Banana via d'autres, logiciels, mais le guide comprend quand même, les axes d'amélioration afin que vos images créées via Nano Banana répondent mieux à ce que vous demandez. Donc ici, vous avez sur cette page les différents types de prompts à utiliser pour obtenir vraiment des images de haute qualité, une miniature YouTube, une citation Instagram, des infographies en 5 étapes. Vous avez aussi, d'autres types d'images, des infographies et cetera que vous pourrez, déclencher via ces prompts et dans l'ensemble, si vous voulez, Google vous invite, si vous voulez, à utiliser ce genre de prompt via les crochets pour que chaque élément soit très bien pris en compte par l'algorithme et ne parte pas dans tous les sens. Alors pour ceux qui sont intéressés par Nano Banana, j'ai, fourni, créé un guide gratuit, dont je vous mets le lien dans cette vidéo pour ceux qui en auraient pas encore profité. N'oubliez pas également, et ça souvent les gens font la confusion, que sur Google, vous pouvez utiliser la création, la génération d'images via Nano Banana, mais également par le système Imagen 4, qui est le système de génération classique de Google, sans passer par Nano Banana. Donc là aussi, vous avez 2 exemples de prompts. C'est pour ça que parfois, dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit: «Je n'arrive plus rien à créer par Nano Banana». C'est parce que il faut passer par Gemini 3. Sinon, si vous passez par Google AI Studio, souvent vous allez avoir, le message selon lequel il faut acheter une API supplémentaire pour, utiliser Nano Banana. Ça aussi, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un vrai labyrinthe. Parfois, on s'y perd. Alors oui, Google est fabuleux. Oui, Google regorge d'options, mais parfois, il est vraiment difficile de comprendre l'axe, en fait, grâce auquel les concepteurs, guident l'utilisateur. C'est parfois dur de s'y retrouver. Pour la vidéo, même problème, hein, comme je vous l'ai dit, la génération de vidéos via, Google AI Studio est possible, mais là aussi, si vous n'avez pas le compte, pro, ben, soit vous n'allez pas pouvoir créer de vidéos, soit vous allez en pouvoir créer 3, je crois, par, session. Bon, c'est très, très, très limité. Donc, l'axe d'amélioration pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à des abonnements, plus costauds, disposeront de la qualité 4K comme vous le voyez ici, avec, une, durée, maximum de 8 secondes et ici aussi, l'équipe de Google vous recommande fortement d'utiliser cette structure de prompt pour que, si vous utilisez soit VEO 3, soit VEO 3.1, vous puissiez vraiment, obtenir le prompt que vous souhaitez. Alors ici, comme je n'ai pas utilisé la création de vidéos, si vous voulez, via Google AI Studio, je suis passé par Xfield en utilisant ces prompts, voilà ce que j'ai obtenu. Donc premier prompt, donc là, c'est une femme de 30 ans qui, travaille sur son ordinateur dans son bureau, rempli de plantes, avec une lumière naturelle, au travers d'une fenêtre derrière elle. Elle tape de manière énergique et sourit occasionnellement à l'écran. Ça, c'est pour le premier prompt. Le deuxième prompt, c'est de créer le texte AI Mystery, donc je traduis en français: «Les mystères de l'IA»,
avec, des particules digitales et des lignes brillantes sur la base de lettres, 3D futuristes qui tournent et qui, créent une sorte de contraste avec, le dégradé bleu en fond. Alors, j'ai créé donc ces 2 vidéos grâce à ces conseils, donnés par, l'équipe de Google. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors je vous ai dit n'importe quoi. Pour les exemples, j'ai utilisé OpenArt, bon c'est comme Xfield, hein, c'est pareil, qui permet donc, de, prendre en compte plusieurs systèmes images et vidéos pour créer l'ensemble. Alors ici, très bien fait, sauf que comme, je vous l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, Google VEO 3, qu'il s'agisse du 3 ou du 3 a encore du mal à gérer le texte en français. C'est le cas ici où vous allez voir qu'il y a un problème d'accent sur mystère et il a doublé la lettre dans IA. Donc voilà la première création. Bon, ça, c'est encore un problème récurrent, hein. En revanche, le prompt où la fille, tapait, en souriant sur son clavier éclairé par la lumière, transparaissant de la fenêtre entourée de plantes a très bien fonctionné. Et vous voyez que le prompt que j'ai utilisé est exactement celui que je vous ai montré, via ce guide. Donc voilà pour les éléments images et vidéos, ceci étant un petit peu particulier car requérant des abonnements supérieurs, je ne m'étends pas plus, mais vous pouvez tout à fait utiliser les prompts conseillés via le guide pour, parvenir à vos fins. L'autre axe d'amélioration a été apporté par la fonctionnalité Gemini Live. Donc, qu'est-ce que Gemini Live? C'est le fait de partager votre écran à Google et de lui demander ce que vous voulez par rapport à la page qu'il est en train d'analyser en quelque sorte et de vous fournir les informations demandées. Donc, je vais vous montrer un exemple basique et un exemple beaucoup plus complexe. Ça, c'est vraiment très bien lorsque vous voulez, par exemple, obtenir des informations relatives à un site web, que vous ne savez pas comment, fonctionne tel ou tel, dispositif, sur une page web, une application. Vous cliquez sur Try it et là, vous voyez que, la fonction Gemini Live, aussi appelée le real time, est, actionnable ici. Donc ici, vous cliquez sur Share screen, partager votre écran. Ici, comme j'ai plusieurs écrans, eh bien, on me demande celui que je veux rendre visualisable par Google. Donc, pour l'exemple, j'ai créé un tableau Excel on ne peut plus basique avec 4 dates, 3 en 2025 et 1 en 2026. Donc là, vous voyez les dates. Et là, je vais demander à Google, Google, comment puis-je trier les dates de la moins récente à la plus récente? Eh bien, ici, je peux le demander oralement ou à l'écrit en, tapant directement mon prompt. Donc là, on va essayer de lui demander ça de manière orale. Parfois, ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Google, comment puis-je classer les dates de ce tableau de la plus récente à la moins récente? Donc, vous voyez que là, ça fonctionne pas. Donc, si ça fonctionne pas, ben, on va pas s'énerver, on va taper le prompt. Donc, comment classer ces dates de la plus récente à la moins récente? Vous cliquez sur Run. Pour classer ces dates, suivez ces étapes. Sélectionnez les cellules contenant les dates, par exemple de A6 à A9, ou le tableau entier. Allez dans l'onglet Données en haut de l'écran. Dans le groupe Trier et filtrer, cliquez sur le bouton Trier. Dans la fenêtre qui apparaît, assurez-vous de sélectionner Date dans la liste déroulante Trier par. Pour classer de la plus récente à la moins récente, choisissez du plus récent au plus ancien dans la liste Ordre. Cliquez sur OK. Le deuxième cas de figure, qui est beaucoup plus intéressant, va consister à soumettre à Google l'analyse d'une landing page. Alors, pour l'exemple, je vais utiliser la landing page que vous voyez ici. Il s'agit d'un site pour une cave à vin d'un ami à Lyon que j'ai créé il y a longtemps. Donc, il est assez visuel, etc. On a, comme vous le voyez, toutes les caractéristiques liées à une landing page. Et là, ce que je veux demander à Google, c'est un ensemble de conseils visant à améliorer, par exemple, les titres, la disposition et l'ensemble des éléments, susceptibles d'être améliorés sur ce site. Ici, même topo, je vais là, real time. Ici, je vais coller le prompt, agis comme un expert CRO, Conversion Rate Optimization.
regarde mon écran et analyse cette landing page, propose 10 améliorations hiérarchisées par impact, clarté de l'offre, preuve sociale, CTA, donne-moi 3 variantes de titres plus accrocheurs et un plan de test AB simple à lancer demain. Donc ici, ce à quoi j'ai procédé, c'est exactement la même chose. Je vais cliquer sur plus. Clarté de l'offre et proposition de valeur. Impact très élevé. Le titre Accueil est inefficace et la bannière principale ne communique pas clairement votre proposition de valeur. Un titre accrocheur et une description claire de votre offre sont essentiels pour capter l'attention. Preuve sociale. Impact très élevé. Aucun élément de réassurance, avis client, note, label n'est visible. Dans les spiritueux, la confiance est un facteur clé de conversion. Appel à l'action. Impact moyen élevé. Les CTA doivent être clairs, contrastés et incitatifs. Donc voilà, bon, là j'ai pris un coup derrière la tête, je dois tout refaire, mais en tout cas, plaisanterie mise à part, vous voyez que cette fonctionnalité a été vraiment améliorée. À l'époque, on était obligé de faire défiler la page pour que Google puisse, recueillir les informations, visibles. Ici, vous lui donnez ça, il fait tout le job pour vous. Là, c'est très précieux parce que, admettons que vous soyez webmaster, un client vous donne un site, pour refonte à analyser, et ben là, pas de problème. Vous, utilisez exactement le même prompt, donc ne négligez pas cet outil, on n'y pense pas tout le temps, moi le premier, mais c'est vrai que c'est vraiment une arme, précieuse pour, analyser, n'importe quoi en fait, un site, un tableau Excel et recueillir les informations que vous auriez eu du mal, à recueillir justement, en dehors en fait de cette, possibilité. Voilà, sur ces bases, on pourrait considérer qu'on a fait le tour des améliorations, de la galaxie Google, mais si vous revenez sur la page principale Home, que vous cliquez donc, l'option Chat, vous vous apercevez qu'ici, tout en bas, on a un bouton Tools et lorsque vous, cliquez sur ce bouton, on a 5 options qui s'affichent ici. Ces options sont d'extrême importance puisqu'elles permettent justement de déclencher le mode agentique, c'est-à-dire la propension du système à prendre des décisions à votre place par rapport à une requête, pas simplement se limiter à répondre à une question. Et pour voir comment fonctionne ce mode agentique, j'ai créé un second guide que je vous mets également en description, que vous pourrez réutiliser, car cela est vraiment très précieux. Donc, que signifie Structure Outputs, Code Execution et les autres outils que vous voyez ici? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement. Alors, le premier constat, c'est que vous voyez que certains outils sont déclenchables ici. Certains outils peuvent être déclenchés en même temps et cette combinaison d'outils va vraiment, offrir, d'autres possibilités extrêmement importantes pour votre workflow quotidien. Avant d'analyser ces points individuellement, on va revenir sur ce qu'est le mode agentique. Donc comme il est précisé ici, le mode agentique transforme l'IA d'un simple chatbot, donc la fonction chat, en un assistant autonome, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre passivement à une question, l'agent va s'adapter. Il va être capable de planifier des séquences d'actions complexes, de s'adapter aux résultats intermédiaires, d'utiliser plusieurs outils de manière coordonnée, de raisonner étape par étape et de vérifier et de corriger ses propres erreurs. Le tableau comparatif que vous voyez ici opère le distinguo entre le mode classique et le mode agentique. Donc ça, vous lirez toutes ces informations précieuses au sein de ce guide. Vous avez, comme vous le voyez ici, des schémas explicatifs, etc. Mais la chose importante, c'est le point que vous voyez ici. Comment activer le mode agentique? Eh bien ici, lorsque vous êtes dans cette interface et lorsque vous cliquez sur Tools, le seul outil fondamental pour que ce mode puisse s'appliquer, c'est le mode Grounding with Google Search. Vous cliquez ici, le champ apparaît coché, vous êtes en mode agentique. Et grâce à ce mode, ce Grounding with Google Search vous permet donc de procéder à cette fonctionnalité ô combien puissante. Ce mode est fondamental car il permet à Google de se connecter aux différents sites, de recourir aux différentes informations les plus fraîches en se connectant au web et en temps réel. Donc là, le guide regorge d'exemples que vous pourrez réutiliser, mais pour avoir testé le même prompt avec et sans ce mode,
vous constaterez de vous-même que les résultats sont différents en termes de qualité, de pertinence et de détails relatifs aux informations, trouvées en quelque sorte. Ici, si je tape ce prompt: «Quelles sont les dernières actualités sur l'IA en février 2026?» que je clique sur Run, vous allez voir que Google AI Studio va procéder à un type de recherche sur le plus de sites possible par rapport à ma requête. Et là, en quelques secondes, on obtient un ensemble d'informations liées à l'actualité. En ce début du mois de février, l'actualité de l'IA est marquée par un passage massif de l'expérimentation à l'intégration concrète, avec des avancées majeures dans la recherche scientifique. Donc, on parle d'OpenAI Prism, de la refonte de Siri dans Apple et Google, de l'essor de l'IA agentique, bah, ça tombe bien, vous voyez. Le début d'année 2026 confirme la domination des agents autonomes capables d'exécuter des processus de bout en bout. La percée, enfin les percées plutôt scientifiques et techniques, l'IA sur Mars, les nouveaux matériaux, tout ce qui relève du domaine hardware et infrastructure, avec l'architecture NVIDIA, le plan de souveraineté en France, les événements et régulations, le prochain festival de l'IA à Cannes, que j'irai bien sûr visiter comme tous les ans, la mise en œuvre de l'AI Act et les tendances en entreprise. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Google, dans ce cas précis, vous met en avant l'ensemble des sources qui ont permis, en fait, à élaborer cette analyse. Si vous ne déclenchez pas ce mode dans l'ensemble des Toogle que vous voyez ici, eh bien, vous obtiendrez des réponses beaucoup moins précises, car non liées à des sites actualisés, je dirais. Donc, autre élément qui va forcer Google à aller chercher ce que je lui demande, c'est une question très simple. Trouve-moi les 10 meilleurs restaurants à Cannes avec notes. Donc ici, on lance le processus. Voilà. Bon, comme je connais un petit peu Cannes, je suis en mesure de voir si tous les restaurants dont on parle ici sont bien des restaurants, méritant une visite. Donc on a la palme d'or, bon, de l'hôtel Martinez évidemment. On a la note de Google. On a la villa Archange avec la note de Google. Bon, d'abord, on nous met les étoiles Michelin et compagnie, mais c'est ce que j'ai demandé. Et ici, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, on a vraiment les données qu'il faut, la donnée géographique, les notes et donc, ici, bah, ça vous évite en fait de perdre du temps à aller sur Google, même sur Perplexity, des trucs comme ça, pour chercher, les 10 restaurants les plus réputés. On aurait pu tout à fait poser la question, les restaurants qui ont la meilleure qualité, rapport qualité-prix et cetera. Bon, vous comprenez l'ensemble. Donc vous comprenez qu'en termes de recherche pure, si je lui demande par exemple: «Trouve des tutoriels récents sur l'utilisation de Google AI Studio», eh bien là aussi les résultats vont être marqués par leur pertinence et vous voyez que le mode, thoughts donc pensée se déclenche et voilà donc, les références liées à l'utilisation de Google AI Studio. On obtient un guide débutant, un tutoriel multimodal, un tutoriel avancé, un tutoriel sur le fine tuning, un tutoriel agentique et cetera. Alors ici, je remarque que Google m'a donné des, indications, mais j'ai pas les références, souhaitées. Donc là, je lui demande: «Où sont les références citées et comment y accéder?» Voilà, au bout de quelques secondes, on a 3 vidéos de référence: comprendre le nouveau Google AI Studio en 20 minutes, Google Gemini, le guide ultime et AI Studio. Cet outil IA est juste incroyable. Donc là, on a les vidéos censées être les plus récentes. Bon, il y en a quand même une de juillet 2024. On a les guides écrits et l'accès aux documentations en français et en anglais, le guide officiel de Google, le tutoriel complet chat création et diffusion, le Google AI Studio from prompt to product, ce que vous apprendrez dans ces tutoriels récents. Donc vous comprenez quand même la puissance du truc et les possibilités offertes par cette fonctionnalité d'agent indépendant. Bon là, ce que je vous montre, c'est simplement une recherche approfondie. On ne peut pas considérer que cette fonctionnalité mettent en avant, si vous voulez, les fonctions de l'agent indépendant. Mais dans les exemples à suivre, je vais vous montrer que cette fonctionnalité est particulièrement efficace. En revanche, là où on voit que cela ne se limite pas à une simple recherche, c'est lorsque vous lui demandez des prompts un petit peu plus précis, dans lesquels vous lui demandez différents types d'actions. Donc là,
je lui demande une question virtuelle. Je prépare un investissement dans l'immobilier à Cannes. Peux-tu 1. Rechercher les prix au mètre carré par quartier en 2026. 2. Identifier les quartiers en forte croissance. 3. Trouver les projets d'urbanisme prévus. 4. Analyser les indicateurs économiques locaux. 5. Me présenter un rapport synthétique avec recommandations. On va voir comment l'IA gère cela. Et voilà, vous voyez que en quelques secondes, en moins d'une minute, on obtient tout ce qu'on veut. Le marché cannois amorce une phase de reprise avec une croissance moyenne estimée à 4% par rapport à 2025. Donc on a une observation par quartier, la croisette de la Californie avec tous les prix au mètre carré. On a les quartiers en forte croissance, Canaboca qui est le quartier un peu populaire avec la Frayère, le quartier Fortville, les projets d'urbanisme majeurs, les indicateurs économiques locaux, les recommandations stratégiques. Et vous voyez que là, ça y est, on a tout en quelques secondes. Là, à l'époque, il fallait aller chercher à droite et à gauche. Là, on a vraiment l'ensemble des indications, des informations liées à l'actualité qui sont accessibles quasi immédiatement grâce à ce mode poussé. Autre exemple, je me mets dans la peau d'un entrepreneur, je lance une start-up de livraison de repas à Cannes, réalise une veille concurrentielle complète. 1. Analyse mes 5 principaux concurrents locaux. 2. Analyse leur offre, prix et zone de livraison. 3. Consulte leur avis client, point fort, point faible. 4. Repère leur stratégie marketing. 5. Trouve des opportunités de différenciation. 6. Crée un tableau comparatif et une stratégie recommandée. On lance la machine et voilà, moins d'une minute également, j'ai l'ensemble de ma recherche. Donc ici, on voit quand même bien que par rapport à un prompt plus complexe, on n'a pas besoin de donner d'autres indications à l'IA. Elle sait exactement où elle doit chercher, comment nous présenter les informations, etc. Donc, l'identification des 5 principaux concurrents, Uber Eats, TalkDoor, Delice Lunch, Season, Resto In. On a l'analyse des offres, des prix par zone. Donc là, on a vraiment quelque chose de très précis. On a les analyses des avis clients. Là, on a en fait un résumé des analyses globales de chaque client. On a les stratégies marketing repérées. On a les opportunités de différenciation. On a un tableau comparatif des stratégies recommandées telles que nous l'avons demandé. Et voilà, en moins d'une minute, j'ai le travail opéré par un commercial qui aurait pris une semaine. Donc voilà la puissance de ce grounding grâce à la Google Search. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit au début de la vidéo, hein. C'est le labyrinthe du Minotaure. Parce que si vous vous contentez d'observer de manière béate, comme je le faisais, cet écran, ben, on remarque même pas qu'en bas, on a le choix entre ces différents modes et ça, c'est vraiment un des points faibles de Google, de mal guider, l'utilisateur dans cette espèce d'énorme usine à gaz où il y a quand même à boire, et à manger, même si la nourriture, est de qualité. La première fonctionnalité mise en évidence dans le menu défilant, c'est la structure outputs, les sorties structurées. Donc ici, le but, c'est de pouvoir générer immédiatement à partir d'une requête des prompts au format JSON. L'immense avantage de générer des prompts au format JSON, c'est que pour le parsing, le découpage en fait du texte, vous n'avez plus de parasites en fait. Ici, on a vraiment un code qui nous donne les indications principales. Et pourquoi c'est utile? Bien, par exemple, si vous créez des automatisations dans Make, dans N8N, eh bien, à partir de votre requête, si le code est généré en JSON et que vous voulez, par exemple, bâtir un workflow très précis composé de nodules, etc., eh bien, le mode JSON sera le mode le mieux compréhensible par ce type d'IA et vous évitera de perdre du temps car on le sait, hein, tout ce qui est automatisation, malgré, ce que disent certains, c'est compliqué à mettre en place. Il y a des critères, des variables, des éléments liés au contexte, c'est pas évident et surtout cela va vous faire moins galérer à obtenir le workflow souhaité. Donc ici, on a différents exemples dans ce guide. Donc ici, je vais vous montrer comment créer donc un prompt en JSON grâce à cette option Structure Outputs. En guise de récapitulatif, ces capacités agentiques, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Vous avez la planification multi-étapes,
l'usage des différents outils de Google que je suis en train de vous montrer, vous avez un outil lié à une capacité précise et un agent, donc c'est le système qui reçoit un objectif et qui décide à partir de votre requête quel outil il utilisera pour répondre de la manière la plus pertinente à ce que vous lui avez demandé. Et là, le but, ça va être de transformer ma requête en prompt JSON. Alors, vous savez que l'utilisation des prompts JSON est de plus en plus utilisée pour la génération d'images. Donc, admettons que nous voulions transformer cette requête en prompt JSON. Portrait illustré d'une femme adulte lisant un livre dans un café moderne, vue en 3/4, cadrage mi-buste. Elle porte un hoodie noir et des lunettes rondes, ambiance lumière douce, ton chaud, orange, brun, brume légère, arrière-plan flou avec bokeh de lumière, table et chaise suggérées, style illustration digitale semi-réaliste, rendu propre, sans texte, ni watermark, ratio 16/9. Là, je clique sur Run. Et voilà, en quelques secondes, le prompt en mode JSON. Donc maintenant, pour voir s'il fonctionne, je vais cliquer ici. Je me rends dans OpenArt avec la copie du dit prompt. J'ai bien enclenché Nano Banana Pro. Je vais juste lui donner une recommandation par rapport au format car je n'ai pas précisé de format précis dans le prompt. Je vais choisir 2K et je vais créer mon image. Voilà donc les images obtenues par rapport au prompt JSON qui correspondent précisément aux contraintes imposées par ce biais. On a la première occurrence et la deuxième occurrence. Donc cela fonctionne très bien. Autre exemple qui n'est pas lié à la création d'images, le fait de demander d'analyser une vidéo YouTube. Je veux une vidéo YouTube sur Gemini Computer Use. La cible, les freelances créatifs et infopreneurs qui utilisent déjà des outils no-code, Make, Zapier, Notion. Objectif principal, leur montrer des cas d'usage concrets et les rassurer sur les limites sécurité. Durée visée 12-15 minutes, donc là on va obtenir un script vidéo. Le format Facecam, capture d'écran, quelques slides. Le ton pédagogique, pas sensationnaliste avec exemple réel de workflow. Je veux aussi une section où je compare rapidement Computer Use avec les automatisations classiques API plus RPA. Deadline, vidéo à tourner cette semaine. Ici, je n'ai qu'à cliquer sur Run et voilà donc mon prompt très bien organisé, sans fioritures, sans texte inutile qui parfois parasite la finalisation de ce que vous demandez. Donc là, je vais copier le prompt. Je vais retourner sur Home. Je vais aller dans la section Normale. Ici, je vais simplement laisser Grounding with Google Search. Je tape mon prompt, je clique sur Run et on va voir si, grâce à ce format en JSON, Google AI Studio me donne ce que je lui ai demandé. Ben voilà, ça y est, c'est magnifique. On a un script parfaitement organisé avec des indications temporelles, le temps que je suis censé parler pour présenter telle ou telle notion liée à cette vidéo. L'animateur, salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre comment cette technologie va devenir votre stagiaire numérique ultime. Le concept, comment ça marche, et vous voyez que l'ensemble est de très grande qualité. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que si j'avais utilisé le prompt normal, on aurait obtenu un tel résultat. En tout cas, je suis conscient que cette fonctionnalité de sortie précise ne va pas être utilisée par tout le monde, mais dans cette communauté, il y a des gens débutants, des gens experts. Je sais que parmi vous, certains affectionnent particulièrement le fait de créer des prompts directement en JSON. Eh bien, voilà une possibilité très facile pour générer des prompts de ce type. L'autre grande fonctionnalité très utile, c'est le code execution. Alors, n'étant pas un spécialiste du code, voici les données que j'ai extraite pour vous faire comprendre pourquoi cette option est importante. Vous savez que lorsque vous posez une question classique, une requête, celle-ci se fait en langage naturel, mais le langage naturel, lorsqu'il est lié à des fonctions mathématiques, à des calculs complexes, eh bien tout ça peut aboutir à des erreurs, c'est-à-dire que l'IA, quelle qu'elle soit, va nous fournir une réponse, mais sans que nous n'ayons aucun moyen de vérifier, si vous voulez, le déroulement logique qui a abouti à une réponse, tandis que le fait d'utiliser le code execution
va vous montrer la démarche sous forme de code de l'ensemble de ce que vous avez demandé. Donc, le premier élément avantageux, c'est que, comme je viens de vous le dire, on obtient une précision et une vérifiabilité des résultats. On a des tâches qui sont reproductibles et industrialisables. Comme il est spécifié ici, on récupère un script ou une fonction réutilisable. Alors, ça peut être une analyse CSV. Par exemple, vous lui fournissez un tableau avec 500 données et vous allez pouvoir, par exemple, via ce code, lui demander de supprimer les doublons, les éléments que vous ne voulez pas voir figurer dans votre tableau, ce qui entraîne logiquement le troisième cas de figure, une manipulation de données beaucoup plus complexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines opérations sont peu fiables quand on les décrit en langage naturel, alors qu'en mode Python, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir appliquer des filtres, calculer des statistiques, sérialiser en JSON, renvoyer le résultat structuré, nettoyer certaines parties et cetera. Donc grosso modo, lorsque vous avez des calculs non triviaux, une analyse de données, des transformations textuelles complexes, des snippets de code à réutiliser, eh bien ici, foncez, utilisez, ce code execution. Je précise également, élément fondamental, que Google AI Studio va traiter les données à traiter dans un espace sécurisé, une sandbox. Ça veut dire qu'aucune information ne filtrera en dehors de ces limites, ce qui vous garantit une sécurité au niveau de vos données et c'est une raison supplémentaire donc pour pouvoir utiliser le code execution. Alors, de manière concrète, comment l'utiliser et à quoi ressemble-t-il? Le premier exemple très précis de ce code execution, c'est la réponse à une requête simple. Je propose une formation à 497 euros. J'ai une hypothèse de 2% de conversion sur une audience de 10 000 personnes avec 30% de frais publicitaires. Écrit un petit script Python qui calcule le chiffre d'affaires brut, le bénéfice net, le point mort en nombre de ventes si je veux 5 000 euros de bénéfice, exécute-le et commente le résultat. Donc voilà le code Python. On a le calcul du chiffre d'affaires brut, le calcul du bénéfice net, on a le calcul du point mort pour 5 000 euros de bénéfice et ensuite on a ce que nous précise le modèle. Le résultat des estimations, le nombre de ventes estimées, le chiffre d'affaires, etc. Et au niveau du résultat propre de l'exécution, on a un nombre de ventes estimé de 200, un chiffre d'affaires estimé de 99 400 euros, ce serait cool, un bénéfice net estimé de 69 580 euros et l'analyse de rentabilité, c'est que pour atteindre 5 000 euros de bénéfice net, il faut réaliser 14,37 ventes, soit 15 ventes. Et ensuite, au-delà de cette conception en mode Python, on a vraiment, la réponse «naturelle» entre guillemets du système, le potentiel du projet, la sécurité, la sensibilité du modèle et la conclusion. L'hypothèse est solide, même avec une performance 4 à 5 fois inférieure aux prévisions. L'objectif de 5 000 € de bénéfices reste facilement atteignable. Deuxième cas de figure, vous voyez ici que j'ai un tableau Excel qui recoupe 30 ordinateurs différents avec leur marque, leur prix en euros et leur indice de fiabilité. Donc j'ai enregistré ce tableau au format Excel. Donc une fois importé, vous avez la possibilité de poser des questions assez simples et des questions plus complexes à partir d'un tableau. Ici, en une seule question, voilà les résultats que je désire obtenir. Quel est le prix moyen des ordinateurs au global et par marque? Quelle marque propose les laptops les moins chers et les plus chers en moyenne? Quel est le score de fiabilité moyen par marque et le top 3 des marques les plus fiables? Quelle est la distribution des prix minimum, maximum, médiane et quartile? Donc, quelle est la distribution des prix? Je clique sur Run et voilà, en quelques secondes, le code qui répond de manière très précise à chacune de mes questions. Le prix global, bon là, il me l'a fait en anglais, hein, ça on peut lui demander de le traduire en français, mais je vous recommande quand même de garder le code en anglais. Donc là, on a vraiment des, résultats, très,
précis. On a ensuite la déclinaison en langage naturel, mais qui a été générée grâce au Python. Et là où on voit que la force agentique justement, c'est le fait de pouvoir, poser des questions plus complexes liées à des calculs dont les résultats, seraient beaucoup plus aléatoires en langage naturel. Donc là, à partir du même tableau, je lui demande si je cherche un laptop fiabilité supérieure ou égale à 9 et dont le prix est inférieur ou égal à 1 500 €, quel modèle me proposes-tu? Parmi ces modèles, calcule un classement multicritères, prix, fiabilité, portabilité simulée, en définissant un petit score combiné. Je lance l'application et là, en quelques secondes, je vais obtenir ce qui m'aurait pris, de longues minutes, moi qui suis pas matheux pour un sou, à calculer. Donc voici l'extraction en mode Python qui est ensuite traduit en langage naturel et l'ensemble me, fournit donc exactement ce que je lui ai demandé. On a bien les taux de fiabilité à 9, il y en a un à 10 et la requête, c'était correspondant à un certain prix. Et bien voilà, on a les prix. Donc vous voyez que, ce code execution offre de nombreux avantages. Je vous ai laissé des exemples dans le guide. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, pour les fans, de ce type, d'exécution, eh bien, je pense que chacun y trouvera son bonheur. Autre fonction, la fonction function calling. Alors celle-ci, je ne ferai que l'évoquer. Elle consiste à faire appel à des API, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des applications tierces. Alors, pour vous donner un exemple précis, si vous voulez, par exemple, demander à Google la météo, vous pouvez vous connecter, sur un des nombreux sites qui, proposent une API, gratuite, visant à, recueillir et vous fournir les coordonnées GPS d'un lieu et vous fournir la météo. Il y a beaucoup d'exemples, comme cela. On a des applications internes par rapport à des API Google. Il y a des indications dans le guide et pour procéder, de la sorte, vous pouvez vous rendre sur la page officielle de Google, vous expliquant en long, en large et en travers comment vous connecter aux API d'applications tierces. Vous voyez, vous avez absolument tout ici. Je vous laisse avec, ces informations qui vous aideront pour, connecter, telle ou telle application à Google AI Studio. La dernière fonctionnalité, liée au mode agentique, c'est l'URL contexte. Comme vous le voyez, l'explication est très simple. Il suffit de coller, une ou plusieurs adresses URL et à partir de là, vous pouvez demander au modèle absolument tout ce que vous voulez. Résume cet article, compare les informations de ces 3 pages web. Alors on va essayer celui-ci, hein. On va copier ce prompt, on se rend sur Google, on voit que URL contexte est bien activé, on colle le prompt et là, il suffit juste de remplacer ces 3 adresses virtuelles par des vraies, adresses. Donc voilà 3 URL réelles. Donc chacune correspond à un article issu de sources différentes que j'ai trouvé sur les actualités et les perspectives à venir de Google. Cet article, celui-ci et celui-là. Donc je lance run en lui demandant simplement: «Compare les informations de ces 3 pages web», la requête vraiment basique. J'aurais pu lui dire: «Fais-moi une synthèse, quels sont les objectifs, les perspectives». Là, c'est vraiment pour vous montrer le but de cette fonction. Je clique sur run. Donc cette fonctionnalité évidemment existait déjà, mais là, elle est instaurée spécialement à cet effet et selon le nombre d'URL, que vous, soumettez au modèle, Google n'aura aucune difficulté pour, tirer parti des instructions issues des sites sollicités et surtout répondra vraiment à ce que vous lui avez demandé. Donc ici, on a une synthèse, focus principal de chaque source. Donc là, on a les points clés liés à chacun des sites, les points de convergence, l'indépendance matérielle, l'IA multimodale, la convergence logicielle, le tableau comparatif des nouvelles idées clés avec les différents systèmes, etc. On a ce qui différencie les articles,
et la synthèse finale. Donc, dans le guide que je vous ai fourni, vous avez différents exemples de prompts très simples, hein, c'est pas la fonction la plus, difficile à comprendre, donc vous avez des exemples ici et voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour, ces, nombreuses, refontes, améliorations, et nouveautés concernant Google AI Studio et dans peu de temps, je ferai un guide, hyper complet sur Notebook LM qui lui aussi, a subi, une certaine métamorphose. Donc, point de conclusion à rallonge, je vous signale simplement que dans ce second guide, je vous ai mis en place des tableaux visuels qui reprennent les principales fonctionnalités, un rappel de la fonction agentique et lorsque vous descendez, j'ai préparé plusieurs exemples détaillés de prompts spécifiquement créés pour que vous puissiez jauger de la puissance de ces différents agents de ces différentes fonctions et au final, je vous ai aussi, créé des, cas pratiques. Ici, on a des exemples de prompts agentiques cas par cas. Vous avez des prompts, liés à la recherche académique, business intelligence, à la gestion de projets créatifs, bon plein de choses comme vous le voyez ici et ces, cas pratiques vous serviront à n'en point douter, du moins je l'espère, dans votre workflow quotidien et ici, vous avez des exemples, j'ai oublié de le citer également, de, cohésion lorsque plusieurs boutons sont activables en même temps. Quelles sont les meilleures combinaisons? Voilà, c'est ici et quel est le meilleur moyen justement de jouer avec, cette multifonctionnalité liée à ces toggles, ces boutons que vous voyez ici et in fine, voilà, bon là, il y a 2 pages vierges, mais vous voyez que même si c'est pas de la grosse mise en page, vous avez des informations précieuses et pour finir, on peut dire que vous êtes désormais maître du fil d'Ariane qui permettra de mieux comprendre l'architecture du labyrinthe, les moyens d'en tirer parti et surtout d'aboutir à votre but ultime, trouver l'information souhaitée et en tirer les fruits pour, parfaire votre travail quotidien. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.